والسلام على أشرف المرسلين. Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les participants, à toutes les participantes et tous les participants, d'avoir bien répondu favorablement à cette invitation et d'avoir accepté de suivre avec nous ce débat et cette formation qui est organisée dans le cadre d'une série de formations organisée par le ministère de la Santé et plus particulièrement de la direction de la population en partenariat avec le bureau du Fonds des Nations Unies pour la population. Je voudrais aussi remercier tous les organisateurs d'avoir choisi cette thématique intéressante qui est relative à la prise en charge de qualité des femmes et des femmes et des enfants victimes de violences. Il y a un écho. Et aussi, je voudrais réitérer tous mes remerciements à la direction de la population, bien sûr sous la direction du docteur Hakim Yahien et à toute l'équipe de l'unité de violence, de lutte contre la violence, chapeautée par docteur Bouhmadi et docteur Samira Al-Hashawi, d'avoir choisi cette thématique aussi importante, notamment l'amélioration des compétences des professionnels de santé, médicaux et paramédicaux en matière de prise en charge de femmes et enfants victimes de violences. Je voudrais aussi signaler que nous sommes au deuxième module, dans la deuxième session de notre cycle de formation, une formation un peu particulière dans son genre. C'est une formation en ligne, c'est une formation certifiante et après, je donnerai la parole aux organisateurs pour expliquer à tous les participants et les participantes cette modalité d'avoir un certificat suite à cette réunion, à cette session de formation. Ce cycle de formation est organisé en 2 semaines successives. La première semaine a été achevée avec succès. Depuis le lancement le 30 novembre, il a duré 5 jours jusqu'au 4 décembre. Et la deuxième session se déroule cette semaine à partir de hier, le 7 décembre jusqu'au 11 décembre. Un programme très riche et très attractif. En fait, si vous permettez, ce cycle de formation s'organise dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la violence, qui est célébrée chaque année le 25 novembre, et aussi dans le cadre des 16 jours d'activisme du système des Nations Unies pour un petit peu relancer l'appel pour la lutte contre ce fléau de violence sexiste qui est fondé sur le genre. Les chiffres, je ne vais pas tarder sur les chiffres, mais comme vous le savez, les derniers chiffres dont nous disposons montrent qu'environ 54,4% des femmes ont été victimes de violences et que les principaux auteurs, malheureusement, sont des jeunes qui sont généralement des proches qui vivent dans l'entourage de ces femmes violentées. Ce programme de formation très riche se constitue de 5 modules successifs, dont le premier concerne la prise en charge médico-légale des femmes et des enfants victimes de violences. Le deuxième module, c'est la prise en charge gynécologique de la violence sexuelle chez les femmes et les enfants. Le troisième, il concerne tout ce qui est évaluation du retentissement psychologique des soins de santé mentale des femmes et des femmes victimes de violences. Et le quatrième module, c'est les lignes directrices de communication et l'accueil des femmes et des enfants victimes de violences en rapport avec le Covid. Et le dernier module, c'est tout ce qui concerne le programme national et le système d'information. Donc, un programme très riche, enchaîné, qui est bien entendu animé par des experts, animé par des professeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous inviter à suivre avec nous le deuxième module de cette session qui sera animé par notre cher professeur Amel Bouziane, que je remercie infiniment pour les qualités aussi bien professionnelles que des qualités humaines. Madame le professeur Amel Bouziane est professeure en gynécologie. Elle est enseignante à la faculté de médecine, Université Mohamed VI de Casablanca. Des sciences de la santé à Casablanca.
il a accepté de nous accompagner, d'enrichir ce débat, de partager avec nous ses connaissances et de répondre aux questions, à vos questions, parce que il y a toute une équipe de la direction de la population qui est derrière et qui est en train de noter tous vos questionnements pour pouvoir répondre à vos interrogations. Je voudrais aussi, avant de passer la parole à notre professeur Amel Bouzienne, insister sur un point important, un remerciement et de grands applaudissements à notre cher ingénieur, M. Noufel Attari, parce que sans lui, on ne pouvait rien faire. Donc, on pouvait très bien préparer, avoir l'idée, préparer les slides, ramener les professeurs, mais sans la plateforme qui met à notre disposition et son suivi. Je tiens vraiment à l'applaudir et la remercier très infiniment pour son appui. Merci beaucoup, Madame Ashraf. Je vous en prie, Sinoufel. Vous méritez tout le bien. Aussi, je voudrais, avant de donner la parole à notre cher professeur, il y a 2 points. Le premier, c'est de rappeler quelques règles pour pouvoir garder d'organisation, des règles d'organisation. Je m'excuse pour l'utilisation du mot règle, mais pour avoir une ambiance et un bon environnement d'apprentissage, j'invite tous les participants et les participantes de garder leur micro en mute et s'ils ont des remarques ou des questions, qu'ils le mentionnent sur la partie chat. Donc, je pense, avant de donner la parole à Madame la professeure Amel Bouzienne, je tiens aussi à signaler que cette session va se dérouler en 2 parties. Une première partie, c'est la présentation et tout ce qui est background scientifique qui sera partagé avec notre cher professeur, et une deuxième partie qui sera modérée par le professeur Benhasso Mostafa, qui est aussi un professeur en gynécologie obstétrique, que je remercie infiniment, professeur à la faculté de médecine de Casablanca, qui va modérer après moi la session questions-réponses. Mais je pense que Madame Harshawi, Dr Harshawi Samira, a quelque chose à partager avec les participants, ou bien vous préférez que c'est après la présentation de Madame Amel? L'honneur est à professeur Bouzienne. Très bien. Donc, sans tarder, je donne la parole tout de suite à Madame la professeure Amel Bouzienne, professeure en gynécologie obstétrique. Madame Bouzienne, merci beaucoup. Marhaba bik, et à vous la parole. Allah يبارك فيك Leïla. Merci beaucoup, Dr Ashraï, pour cette introduction toujours aussi aimable. Merci à Dr Harshawi aussi qui veille sur le bon déroulement, et à travers elle, on remercie toute l'équipe donc du programme et de la direction de la population pour tous les efforts qu'ils font. Et bien sûr, on ne pourrait passer nos remerciements sans remercier M. Noufel, qui travaille nuit et jour pour la bonne qualité du déroulement de cette session de formation. Je remercie également le professeur Benhasso d'avoir accepté de modérer cette session. Et sans plus tarder, je vais demander à Noufel de m'autoriser, très bien, c'est déjà fait, le partage d'écran. Oui, donc j'ai le droit de partager mon écran. Je le fais tout de suite. Montez. Je vais y arriver. Très bien. Partager l'écran. Très bien. Je vais vous demander de me dire, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous avez accès à mon écran, en plein écran? Est-ce que c'est le cas? Oui, merci. Allô? Mais pas plein écran. Il faut mettre, peut-être tu peux faire c'est bon maintenant. C'est bon, très bien. Très bien. Alors, ces 2 derniers jours, donc, on a commencé la formation donc, dans ces aspects médico-sociaux. Donc, cette première formation en ligne sur la prise en charge des femmes et filles et enfants victimes de violences. Et aujourd'hui, nous en arrivons à la prise en charge gynécologique de la violence sexuelle chez ces victimes-là. Et donc, on va s'intéresser particulièrement aux aspects médico-sociaux. Alors, qu'est-ce que la violence sexuelle? La violence sexuelle,
la violence sexuelle qui englobe toutes les formes de violence physique ou psychologique qui se manifestent de façon sexuelle, à savoir les agressions sexuelles, l'exploitation sexuelle, la cyberviolence, le leurre d'enfants, la prostitution juvénile, le proxénétisme. Donc, c'est autant de formes que peut prendre la violence sexuelle et il s'agit d'un fléau qui peut toucher chacun de nous. Donc, ça peut toucher les patients des autres confrères, les patients dont ce serait occupé d'autres assistants sociaux, mais ça peut toucher nos propres patients, ça peut toucher nos proches, ça peut nous toucher nous-mêmes. Et donc, c'est un problème qui est là bien présent, indépendamment de la classe sociale, indépendamment de la culture, et avec toutes ces conséquences qui sont très, très lourdes, aussi bien chez la victime elle-même, mais qui vont faire tache d'huile finalement sur son noyau familial, sur ses proches, sur la société en général. Ici, on voit le rôle primordial de l'assistance sociale dans la prise en charge de la victime, puisque cette assistance sociale, ça va être le trait d'union entre la victime et les services de soins dont elle peut bénéficier. Il va être la ligne conductrice. C'est grâce à cette assistance sociale que notre victime pourra avoir droit et pourra accéder aux différents services qui lui sont offerts grâce à ce programme justement national de prise en charge. C'est-à-dire qu'en général, une victime qui est sous le choc ne va pas forcément penser à des choses comme se protéger contre une éventuelle grossesse, demander un certificat médico-légal ou autre. Et donc, cette assistance sociale aura ce rôle primordial justement de pouvoir l'aider à travers les différents services dont elle aura droit. La violence sexuelle est un problème assez lourd puisque ses répercussions sont très très lourdes. Ces répercussions peuvent être physiques, à savoir tout ce qui est déchirure et tout, mais également, elles peuvent avoir un impact sur toute une vie. Surtout, je pense ici aux grossesses non désirées, donc qu'elles soient abouties ou non. Une grossesse avec naissance d'un enfant, ou bien avec toutes les complications qu'elle peut entraîner. Je pense particulièrement aux avortements clandestins et toutes les complications qui s'en suivent, y compris l'exclusion sociale des fois, toutes les infections sexuellement transmissibles, particulièrement le VIH, les troubles de somatisation, donc les douleurs pelviennes chroniques que peut avoir une victime, tous les troubles sexuels qui peuvent en découler, à savoir les dyspareunies, le vaginisme et toutes les choses qui vont pouvoir compliquer justement la relation de cette victime avec un éventuel partenaire. Donc, tous les troubles relationnels où des fois la victime peut carrément basculer vers un comportement sexuel à risque, dans de la délinquance, elle peut être victime, encore une fois, de viols itératifs et également on peut voir des répercussions en type de suicide, de conflit, donc d'infanticide également. Et bien sûr, ma liste n'est pas exhaustive. Tout cela pour dire qu'il s'agit d'un problème réel et d'un problème qu'il faut justement prendre. C'est pour cela que le Programme national pour la prise en charge des femmes et enfants victimes de violences a élaboré son programme de prévention en 3 niveaux. Donc, un premier niveau primaire qui englobe toute l'action de plaidoyer, toutes les actions d'éducation à travers les différentes institutions pour pouvoir justement empêcher la survenue de cette violence sexuelle. Puis, dans un second temps, donc une prévention secondaire dont on parle particulièrement aujourd'hui, qui est la délivrance des soins immédiats pour les problèmes de santé des femmes violentées. Donc, cette notion d'urgence, on n'a pas cessé de le répéter dans toutes les interventions de cette formation. Il s'agit d'une urgence de prise en charge. On le verra au fur et à mesure, délivrer certains services qui vont pouvoir changer le cours des choses. Donc, une femme victime de violences sexuelles peut ne pas attraper le VIH-Sida si on l'a prise en charge assez précocement. Une femme victime de violences sexuelles peut ne pas tomber enceinte et donc ne pas finalement, on va dire, entre guillemets, traîner les répercussions de cette phobie tout au long de sa vie. Donc, il s'agit bien là d'une urgence de prise en charge. Et puis, il y a également une prévention tertiaire
qui se fait entre le programme et différents partenaires, la réhabilitation de ces victimes-là, aux soins de santé mentale à long terme, au suivi thérapeutique et au suivi social. Alors, sur cette diapositive, on voit le circuit hospitalier de ces femmes et enfants victimes de violences. Donc, c'est le circuit, on va dire, idéal, tel qu'il est imaginé par le ministère de la Santé et tel que le programme œuvre pour une mise en place, on va dire, universelle de ce circuit-là. Alors, sur cette diapositive, on va voir une porte d'entrée. S'il vous plaît, j'ai quelqu'un qui est en train de dessiner sur ma diapositive, s'il vous plaît. Alors, j'ai une porte d'entrée qui est le service des urgences, mais ça peut également être un centre de diagnostic, un service de médecine lambda ou un service de chirurgie ou carrément une unité intégrée de prise en charge. Donc, au niveau de ce point d'entrée, soit on dépiste un cas, soit on établit un diagnostic chez une victime qui vient justement pour ce souci-là, et dès donc, ce dépistage ou le diagnostic de la violence, on va entamer immédiatement, on va aviser l'assistance sociale pour que la prise en charge soit entamée. Rappelez-vous, on a dit qu'il s'agit d'une urgence. Donc, dès qu'on a un cas, il va falloir enclencher la procédure. Et là, on va voir que justement, parmi la procédure, donc parmi les premières choses à faire, c'est d'aviser justement, regardez, je souligne bien ce mot, immédiatement l'assistance sociale. Après donc, ce diagnostic ou ce dépistage de cas, on passe à une prise en charge médicale. La prise en charge médicale peut se faire dans un service d'urgence, dans un centre de diagnostic, dans un service donc de médecine ou de chirurgie ou en unité intégrée de prise en charge. Donc, cette prise en charge médicale, effectivement, elle va obéir à certaines règles, elle va avoir certains objectifs, justement, et elle va être salvatrice en quelque sorte. Elle va pouvoir délivrer des soins, réparer des blessures physiques, tout cela pour arriver finalement à une prise en charge médico-légale. Donc, la prise en charge, ça a été expliqué hier par le professeur Aïsbourima, elle aussi, c'est un droit de la victime. Hein. Le fait d'établir un certificat médico-légal est garant du droit de la victime à demander réparation. Et ensuite, c'est toute la prise en charge médico-sociale grâce à justement ces partenaires du programme où il va y avoir toute la réhabilitation, tout l'accompagnement des victimes. Alors regardez bien, au cœur de toutes ces ces étapes de prise en charge, on va retrouver une coordination grâce à l'assistance sociale. Et c'est le sujet même d'aujourd'hui. Donc l'assistant social, ça va être le trait d'union. Ça va être lui qui va assurer justement cette coordination entre ces différents services, entre ces différents droits de la victime. Il va avoir pour rôle donc d'expliquer les différentes étapes à la victime. Il va avoir comme rôle donc de veiller à ce que le dossier médical soit rempli. Donc ce n'est pas lui, ce n'est pas l'assistant social qui le remplit, mais il veille à ce qu'il soit rempli et il peut être justement dépositaire du dossier, il peut justement s'occuper de son archivage. Il va veiller également à ce que la victime puisse avoir son certificat médico-légal. Il va veiller à ce qu'elle puisse bénéficier de toute la prophylaxie dont elle aura besoin. Donc, c'est le trait d'union et c'est grâce à l'assistante sociale que la victime pourra justement passer par les différents services auxquels elle a droit. Donc, aujourd'hui, nous allons nous positionner au niveau de la porte d'entrée. Et nous allons recevoir une dame de 30 ans, c'est Madame FB, qui consulte l'agence de l'hôpital où vous travaillez et elle vous dit avoir été victime d'agression au retour de son travail. L'infirmier d'accueil des urgences fait appel à vous, assistant social, et également au médecin des urgences. Donc, je vais m'adresser aux assistants sociaux. Alors, je voudrais que vous me décriviez l'accueil de la victime. Comment se ferait l'accueil de la victime pour ceux qui travaillent en unité intégrée de prise en charge?
Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, docteur Amel. Très bien. En Oui, fait, madame. alors, comme moi je suis en plein écran, en fait, je n'arrive pas à voir le chat. Est-ce que tu pourrais activer le micro de la personne qui souhaite parler? Donc, je voudrais savoir comment vous décririez votre accueil de la victime. Bien, c'est bon, j'y suis arrivée. Madame Amel, c'est écrit de la part de Madame Hibou Ibtissam, accueil, mise en confort, respect de l'intimité. Il y a quelqu'un d'autre qui a écrit la rassurer. Expliquez-vous donc cet accueil-là. Oui. Donc, on Il y est a sur quelqu'un d'autre qui a parlé de la rassurer. Réassurance. Voilà, vous lisez le chat. Oui, oui, je suis arrivée à le retrouver finalement. Rester neutre et objectif. Oui. Donc, manifester son empathie. Très, très bien. Très, très bien. J'ai vu également laisser libre choix à la victime de parler de sa situation ou non. Très, très bien. J'ai quelqu'un qui me dit qu'on doit se présenter, notre nom, prénom et fonction. Très, très bien. On commence par cela. Oui, l'installation, la réception dans un lieu confortable et sécurisé, la relation de confiance, l'écoute, inciter la patiente donc, ou la victime à parler volontairement sans question, chercher des signes d'urgence, l'écoute active, mise en sécurité, demander si elle désire un accompagnant. Très bien. Respect, rassurer, non-discrimination, parler de secrets professionnels, ne pas donner de leçons de morale, banaliser l'acte ou ne pas banaliser l'acte de violence. Voilà, très très bien. Soutien psychologique, écouter objectivement. Et une urgence vitale, continuer l'anamnèse, respect de sécurité, préparer le lieu adéquat avec le matériel assistante sociale, doit faire preuve d'une professionnelle adoptant tous les principes éthiques. Très bien. Alors, nous avons là les grandes lignes justement de cette prise en charge. Donc, dans l'accueil de la victime, c'est se présenter dans un premier temps, effectivement, mettre en confiance, on a vu tout ça. Vous, assistant social, quand vous recevez Madame FB, vous l'accueillez avec empathie, comme vous avez dit. Dans votre tête, vous vous droit de bénéficier de certains services. Quels sont-ils? Donc, énumérez-moi ces services-là. Quels sont les services dont pourra bénéficier Madame FB? Vous avez arrêté le partage, professeur Amel? J'ai un souci de connexion, voilà, je l'ai remis. Très bien. Alors, je disais, quels sont les services, vous, assistant social, vous savez qu'elle a droit à un certain nombre de services. Voilà, je répète ma question. Professeur Amel, merci de partager dans votre tête, vous vous dites, elle a droit à un certain nombre de services. Quels sont-ils?
Oui, donc le service de gynécologie, oui. Professeur Bouziane, Merci de Professeur Il est partager. partagé, il me semble. merci de partager l'écran, s'il Redites-moi, vous est-ce que plaît. c'est partagé ou pas? Partage l'écran parce que je ne vois rien. L'écran, s'il vous plaît. Oui, Non, non, pas encore. d'accord, je vais le repartager. Ouais. Donc, arrêtez le partage et je vais recommencer le partage. Très bien. Très bien. Oui, c'est bon maintenant. Très bien. Donc là, vous voyez mon écran. Oui. Oui, parfaitement. Très, très bien. Donc, je vais revenir au chat. Et donc, on me dit, effectivement, elle a droit d'être accueillie au niveau du service de gynécologie obstétrique. Donc, elle a droit à un examen gynécologique. Oui. Dépister les urgences. Oui. Donc, il convient de voir est-ce qu'elle n'a pas un traumatisme, donc un point d'impact, soit justement au niveau donc, de la tête, au niveau du thorax, des choses qui pourraient mettre en jeu justement son pronostic vital. Soutien psychologique, dépister l'urgence, service des urgences, oui. Les services de soins urgents, service médico-social, médico-légal, soutien psychologique, et tout, bien sûr, aviser la police ou le procureur si besoin. Alors, si besoin et si la dame est d'accord. Hein. Très bien. L'accueil, très très bien. L'accueil, l'information et l'orientation aussi, le fait de pouvoir l'informer, de pouvoir l'orienter, c'est un droit. C'est un service dont elle a droit de bénéficier. La prévention des infections sexuellement transmissibles, très très bien. La prise en charge gynécologique, psychologique et médico-légale, très très bien. Infectiologie, médecine légale, selon les traumatismes. Ophtalmo, cas de violence physique, très très bien. Donc on voit qu'on est tous sur la même longueur d'onde, c'est très très bien. Ensuite, comment est-ce qu'on peut l'aider? Comment est-ce qu'un assistant social peut aider cette victime-là? Donc voilà, il l'accueille, il a été empathique, il lui a dit voilà les services dont vous pouvez bénéficier, est-ce qu'il s'en va ou comment on fait? Donc voilà, madame, c'est vraiment triste que vous ayez été victime de violence. Vous avez le droit d'être examiné par un gynéco, vous avez le droit d'être examiné par toutes les spécialités dont vous aurez besoin, vous avez le droit de bénéficier d'un certificat médico-légal, vous avez le droit d'avoir des traitements médicaux, et c'est bon. Comment est-ce que concrètement il peut l'aider? Alors, documentation de cas, photos et rapports, c'est médical. Hein. Là, on va se placer au niveau, au niveau de l'assistance sociale. Comment est-ce que l'assistance sociale peut concrètement aider cette dame? Oui, donc il présente le paquet de soins disponibles par structure hospitalière, c'est très très bien, mais est-ce qu'il s'arrête là? Est-ce qu'il va juste présenter ces services-là ou comment est-ce qu'il fait? Donc le signalement si nécessaire, l'orientation juridique, garantir la gratuité, remplir l'application, la fiche de liaison, l'orientation selon les besoins. Cette assistance sociale doit avoir on va dire un répertoire de personnes auxquelles il va avoir recours. C'est-à-dire qu'il doit savoir qui est le médecin de garde, par exemple en gynéco, il doit pouvoir lui faciliter cet accès-là. Souhaite juste qu'il y ait un signalement en accord avec le médecin, donc le signalement va être fait, il doit pouvoir lancer justement le signalement aussi sur la plateforme. Et
il faut que ces actions-là se traduisent donc, dans la réalité. C'est-à-dire que son travail ne va pas s'arrêter à un travail d'information de la victime, il doit pouvoir, à travers ces services-là, garantir justement l'accès à ces services-là. Très, très bien, c'est ça, faciliter les démarches. Donc, c'est une facilitation et ça fait appel à toutes les capacités, justement, on va dire toute l'intelligence de l'assistance sociale à développer des relations avec les personnes travaillant dans la structure. Donc, il faut qu'ils puissent lui faciliter toutes ces choses-là. D'accord? Donc, cette patiente-là, cette victime-là, est mariée, elle est mère d'un enfant de 2 ans, elle est aide-soignante dans un cabinet médical et elle rentrait de son travail comme à son habitude, par son chemin habituel, à 19 heures. Elle aurait été kidnappée dans un véhicule par 2 inconnus qui l'auraient amenée vers une zone déserte et l'auraient menacée à l'arme blanche. Il l'aurait obligée ensuite à se déshabiller et l'aurait agressée sexuellement. À ce moment-là du récit, le récit devient confus. Il y aurait notion de pénétration vaginale et anale, mais la victime n'en est pas sûre. Elle dit avoir perdu connaissance à un moment. Elle aurait ensuite et directement dirigée vers votre hôpital. Donc, c'est le premier réflexe qu'elle a eu. Elle n'est pas passée par la police en premier, elle est venue directement à l'hôpital. Donc, quand le médecin encore si elle voulait porter plainte ou pas, elle est mariée. Elle ne savait pas si elle voulait porter plainte, si cela pourrait nuire à sa vie conjugale. Donc, est-ce que vous lui proposez de garder des preuves médico-légales, lui conseiller de plutôt enterrer l'affaire? Qu'est-ce que vous lui conseillez? J'attends vos réponses sur le chat. C'est simple qui nous dit avoir son proposition et décision. On lui conseille de garder son rapport médical, peut-être qu'elle en aurait besoin plus tard, garder des preuves médico-légales pour décider ensuite. On lui propose de garder des preuves, porter plainte avec l'accord de son mari pour avoir le soutien. C'est la victime qui décide, lui proposer des solutions possibles, puis la laisser choisir librement. Très bien. Réfléchir. Alors, est-ce qu'il y a un des participants qui voudrait prendre la parole, prendre le micro? Activé, oui. Oui, docteur Bouzienne. Allô? Oui, Fatem Zahra. Oui. Oui, merci beaucoup. Ben, concernant la prise en charge et concernant la décision, pour moi, la décision, ça revient à elle. Donc, notre rôle, c'est un rôle d'accompagnement, c'est un rôle de relation d'aide. On est là pour l'aider. On va lui présenter toutes les options qui existent. On lui explique comme quoi c'est à elle de garder on lui donne le certificat et qu'elle laisse le certificat avec elle, mais la décision finale d'aller au tribunal, ça revient à elle. Notre rôle, ça se termine dans l'encadrement et dans la facilitation de l'accès aux soins, que ce soit l'accès financier, que ce soit l'accès physique et que ce soit l'accès culturel.
C'est-à-dire, on est là pour s'adapter avec elle. Très, très bien. C'est une relation, Parfaitement. en quelque Parfaitement, sorte, c'est une Fatanzana. C'est relation très, très d'aide. bien dit. Merci. Merci à vous. Voilà. C'est une relation d'aide où on ne va pas imposer ses propres convictions, on ne va pas imposer ses propres choix, ses propres croyances justement à cette victime-là. Peut-être que de notre point de vue, il est inconcevable que la dame ne porte pas plainte et que non, son mari devrait la soutenir, mais ça, c'est notre point de vue à nous. Donc, nous, notre rôle n'est pas de lui imposer notre façon de voir les choses, mais bien de pouvoir l'accompagner, de pouvoir l'aider à prendre la décision qu'elle-même juge convenable à sa propre situation. Hein? Donc, il convient de lui proposer justement de recueillir les preuves médico-légales, de pouvoir les entreposer jusqu'à ce qu'elle puisse mûrir sa réflexion. Également, le certificat, si elle vous dit qu'elle est apeurée, ne veut même pas l'emmener avec elle parce qu'elle a peur que son mari le découvre, on peut lui proposer de le garder aussi dans le dossier médical ou de ne pas l'établir, en tout cas on a des éléments nécessaires pour l'établir ultérieurement sur le dossier médical, mais il faut l'assurer de notre entière disposition et qu'elle ne nous fait pas perdre notre temps si elle revient une autre fois, si elle ne décide qu'ultérieurement. Il convient également de lui proposer de l'aide psychologique, donc voir justement donc le retentissement qu'elle a eu, est-ce qu'on peut l'aider à travers ça pour que finalement elle puisse revenir à une vie normale. Donc c'est très 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 bien. Alors, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, donc qui est l'examen gynécologique, on est sur de la violence sexuelle. Juste vous rappeler que l'examen gynécologique, on va avoir 3 cas de figure où est-ce qu'on va être amené à pratiquer cet examen-là. Soit à la suite d'un dépôt de plainte, donc on est réquisitionné pour apporter notre expertise médicale. Faire un examen pour pouvoir apporter pour pouvoir orienter la justice dans une prise de décision. Soit c'est une victime qui va se porter spontanément, soit d'elle-même, soit chez l'enfant, donc accompagnée soit d'un parent ou autre, donc pour de la violence sexuelle, donc ils vont l'exprimer de façon très claire, ou dans un troisième cas de figure, c'est le cas le plus intéressant, c'est là où on parle de dépistage. Donc, on va avoir des patients qui vont venir pour plein d'autres choses, sauf la violence sexuelle elle-même. Et ça va être des signaux d'alerte pour qu'on leur tende la perche pour demander s'ils sont victimes de violence ou de violence sexuelle. Donc, ça peut être des femmes en général qui reviennent pour des douleurs pelviennes, elles peuvent venir pour ou de vaginisme, peuvent venir pour lesquels les explorations vont trouver donc d'orientation particulière. En tout cas, il faut développer un certain flair pour pouvoir penser à la violence et à la violence sexuelle également devant des patients qui vont venir pour la symptomatologie qui n'est pas habituelle ou bien qui est récidivante. Donc ça, ce sont les 3 cas de figure où on sera amené à faire un examen gynécologique chez une personne victime de violences sexuelles. Et le réflexe à avoir, c'est de toujours enclencher la procédure, donc enclencher toute cette prise en charge intégrée, y compris d'aviser l'assistance sociale. Parce qu'on l'a dit, l'assistance sociale sera cette ligne conductrice qui pourra assurer justement qu'il n'y ait pas de déperdition finalement de l'information et qu'on ne perde pas, qu'on n'ait pas des victimes perdues de vue, par soit de la lenteur administrative, soit par une méconnaissance justement du circuit. Donc l'assistance sociale sera là pour pouvoir guider cette personne qui en général, comment dire, parce que elle est
des fois, juste le fait d'attendre dans une file d'attente, c'est un peu difficile pour elle, surtout dans une petite ville où tout le monde connaît tout le monde, où, par exemple, on a une seule structure hospitalière. Alors, le fait de voir un tel attendre, justement, ça peut des fois provoquer des réticences chez la victime et carrément la faire quitter ce circuit, finalement. Notre état inscrit dans Donc, je disais, nous allons nous inscrire dans des principes éthiques qui sont le respect de la dignité, l'obligation de traiter sans discrimination. On traitera de la même façon une victime, quelle que soit son origine, quelle que soit son ethnie. Avec un but de ne pas lui nuire, avec toujours la condition d'avoir obtenu son consentement libre et éclairé. Une victime peut des fois refuser de se faire examiner et c'est son choix. Le fait de ne pas se faire examiner ne veut pas dire qu'on va bloquer le reste de la prise en charge. C'est-à-dire qu'on ne va pas imposer cet examen gynécologique à une victime et lui dire si vous voulez la contraception d'urgence, vous devez absolument être examiné. Si vous souhaitez recevoir le traitement médical pour telle ou telle chose, vous devez absolument être examiné. Non. C'est un choix de la victime de vouloir se faire examiner ou non. Donc, c'est important de respecter ce choix-là et quel que soit ce choix, qu'il n'entrave pas le reste de la procédure. Donc, toujours dans de la confidentialité, on a une obligation de protéger cette victime-là. Donc, et les dossiers médicaux doivent être réellement bien entreposés, donc toujours dans une armoire qui ferme à clé. Et on a cette obligation d'attester donc de délivrer un certificat à la fin de l'examen. Donc l'accueil, vous l'avez très très bien exprimé, je ne saurais pas le faire mieux que vous. Il doit être fait dans de l'empathie, dans le fait d'assurer et de réassurer cette victime-là, idéalement dans un endroit calme. Il faut qu'elle sente en quelque sorte qu'elle est privilégiée, c'est-à-dire qu'elle ne va pas attendre au beau milieu des accidents de la voie publique, des rhumes, des angines, parce que nous avons n'importe quoi dans nos urgences, donc il ne faut pas qu'elle attende dans la foulée avec tout ce beau monde. Et bien sûr, on commence par se présenter, vous l'avez très très bien dit, parce qu'il faut, pour pouvoir lui apporter l'assurance dont elle a besoin, il faut qu'elle sache qui on est. Idéalement, il faut avoir fait un badge qui comprend notre nom, notre fonction et notre photo pour pouvoir justement l'assurer que nous sommes un personnel justement de l'unité de prise en charge ou un personnel de ou en tout cas pour attester de notre fonction. Et on va écouter notre victime en adoptant une attitude empathique, toujours, c'est important d'exprimer cette empathie-là. Il faut pas avoir peur de trop en faire, il faut vraiment lui paraître sympathique en quelque sorte. On lui offre un cadre relationnel adéquat afin de lui permettre de parler sans crainte d'une quelconque stigmatisation, c'est-à-dire que quel que soit le récit qu'elle va nous faire, il ne faut pas qu'on exprime, notre visage ne doit pas exprimer de la stupéfaction, de la surprise, des traits qui se durcissent ou des choses qui pourraient lui faire croire qu'on porte un jugement sur elle ou sur un des faits qu'elle aurait commis. Si elle dit qu'elle ne s'est pas débattue au moment de la violence sexuelle parce qu'elle n'a pas pu, c'est un fait. Il ne faut pas non plus se dire pourquoi vous auriez pu faire ceci ou cela. Si elle vous dit qu'elle marchait dans une rue sombre à minuit, il ne faut pas lui dire mais de toutes les manières, pourquoi est-ce que vous êtes parti pourquoi vous êtes mis dans un tel pétrin en quelque sorte. Donc, quel que soit le récit
fait par la victime, il faut faire attention à ces réactions justement paraverbales. Et bien sûr, si elle a des questions à poser, des questions d'ordre pratique, des questions, il faut pouvoir lui offrir cette chance de pouvoir poser ces questions-là. Elle peut vous poser une question sur le fait sur la probabilité de tomber enceinte, sur la probabilité d'attraper une infection sexuellement transmissible, plein de choses dans ce sens-là auxquelles il faut apporter des réponses. Il faut toujours lui demander si elle souhaite être accompagnée par quelqu'un. C'est très, très important. Alors, il faut veiller à ce que toutes les informations soient inscrites dans le dossier médical. Donc, vous rappellerez toujours au médecin de toujours entretenir le dossier médical et il doit contenir le maximum d'informations possibles. Toutes les informations en rapport avec l'identité de la personne, son état matrimonial, son récit, et puis les éléments, les données de l'examen physique. Il faut aussi noter si la victime était accompagnée ou pas et s'il y avait quelqu'un qui accompagnait le médecin lors de l'examen physique de la patiente. Alors, le recueil d'anamnèse doit être très détaillé. Donc, on a une anamnèse d'abord dirigée contre l'agression elle-même, où la victime va nous faire part du nombre d'agresseurs, s'ils étaient connus d'elle ou pas, non pas dans le sens de la juger, mais de savoir si elle connaît les antécédents de certains de ses agresseurs. Ça peut être utile pour la prise en charge ultérieure. Donc, le type d'agression également, parce que le type d'agression aussi va nous indiquer le risque de contamination par rapport aux infections sexuellement transmissibles. La sodomie est un risque de transmission plus grand que les rapports vaginaux. Bien sûr, si l'agresseur est porteur d'infections, la dame est encore plus à risque d'attraper une infection sexuellement transmissible. Donc, il est important de connaître ces détails-là. Et bien sûr, est-ce qu'elle a été sous la menace? Est-ce qu'il y a eu des coups et blessures? Est-ce qu'il y a eu des menaces verbales? Est-ce qu'on l'a menacée par une arme? Est-ce qu'on lui a fait du chantage? Est-ce qu'elle a été séquestrée? Pour combien de temps, si elle le sait? Est-ce qu'elle pense avoir été droguée? Éventuellement, est-ce qu'elle connaît la drogue qui a été utilisée? C'est important d'avoir tous ces détails-là. La notion d'éjaculation aussi est très importante. Ça va pouvoir guider le risque de grossesse, d'une part, et également le risque, prélèvements médico-légaux s'ils doivent être faits. Le nombre d'éjaculations également et les sites d'éjaculation. Quelles ont été les pratiques sexuelles finalement qu'elle a subies et quelles étaient les exigences de l'agresseur? Est-ce qu'il y a eu donc une imposition rapport oral, on peut à ce moment-là chercher justement prélever au niveau du cas de la victime, du matériel, voire identifier l'agresseur. Toutes ces notions-là, si elles semblent, ça peut sembler très détaillé, trop détaillé même, elles sont importantes. Bien sûr, elles sont importantes, elles doivent être cadrées, c'est-à-dire que le but, c'est de pouvoir apporter du voyeurisme, on n'est pas dans de la collecte d'informations justement pour pouvoir avoir les petits détails de la chose, pour pouvoir raconter des choses à ses collègues. Non, on est sur de l'intérêt suprême de la victime. On va être orienté également, est-ce qu'il y a eu des douleurs? Donc la notion de douleur va nous orienter vers la présence éventuelle de blessures, des saignements également. Peut-être des fois on est obligé d'aller faire de la réfection de certaines plaies, c'est important. Et puis, quel a été le comportement de la victime après l'agression? Est-ce qu'elle a fait sa toilette? Est-ce qu'elle s'est lavée? Est-ce qu'elle s'est changée? Est-ce qu'elle est partie aux toilettes? Est-ce qu'elle est partie à la selle? Toutes ces informations vont nous orienter également dans le recueil des preuves médico-légales. Et puis, l'anamnèse va être également orientée vers les antécédents de la victime.
Donc, quels sont ses antécédents médicaux, quels sont ses antécédents chirurgicaux, gynécologiques et obstétricaux, psychiatriques et toxiques. Est-ce qu'elle est usagère de certains médicaments sous prescription ou non? Est-ce qu'elle est suivie elle-même pour une infection sexuellement ces éléments-là pour pouvoir la prendre en charge? Est-ce qu'elle a déjà été agressée auparavant? Est-ce qu'elle a déjà eu, est-ce qu'elle était enceinte au moment de l'agression déjà? Est-ce qu'elle a une allergie connue pour certains médicaments? Peut-être qu'on va lui proposer des antibiotiques, par exemple. Et si elle y est allergique, donc on va proposer un autre type de médicament. Est-ce qu'elle a déjà été vaccinée contre l'hépatite B? C'est important aussi, nous allons le voir dans la prise en charge. Et puis, est-ce qu'elle a recours à de la contraception? Quelle contraception? La date de ses dernières règles et également la date du dernier rapport sexuel consenti. Donc, finalement, cet examen gynécologique va avoir 3 objectifs principaux. C'est d'éliminer l'urgence, donc une plaie qui saigne, une plaie ouverte, c'est important donc, pour pouvoir la traiter, puis de déterminer les soins médicaux que la patiente va nécessiter dans toute la prophylaxie contre les IST, contre l'HIV, contre d'éventuelles grossesses indésirées, et puis de recueillir également les preuves médico-légales qui vont aider cette victime si jamais elle décide de déposer plainte, même si elle ne décide cela que secondairement. Toujours, on a un impératif, c'est le consentement libre et éclairé de la victime. On ne peut absolument rien entreprendre sans son consentement, ça c'est important. Donc ça c'était un exemplaire de formulaire de consentement où la victime va attester qu'elle a été informée de la procédure de l'examen, de la procédure de collecte de preuves. Donc tout cela, c'est important qu'elle puisse le signer. Et enfin, on ne fait pas juste signer, qu'elle puisse le comprendre, qu'elle puisse savoir en quoi justement ça l'engage. Alors, on va passer dans un premier temps donc, en revue le formulaire. C'est bien d'avoir un formulaire parce que ça nous permet de checker les points. C'est-à-dire que quand on explique comme ça spontanément, peut-être qu'on va omettre certains points. Le fait d'avoir un formulaire, ça nous permet de checker telle chose, j'ai bien expliqué ceci, cela, elle est consentante sur ça ou pas. Donc, si vous le voyez sur le formulaire, il y a différents items. Est-ce qu'elle est consentante à ce qu'on pratique l'examen médical, y compris l'examen gynécologique? Est-ce qu'elle est consentante à ce qu'on prélève des échantillons? Est-ce qu'elle est consentante à ce qu'on procède à l'investigation criminelle? Est-ce qu'elle est consentante à ce qu'on prenne des photographies? Donc, vous voyez qu'elle peut être consentante sur certaines choses, mais pas d'autres. Et c'est son plein droit, je le dis et je le répète. Le fait de ne pas consentir à certaines étapes ne la prive pas de son droit aux différents services que nous devons de lui offrir. Et bien sûr, il faut qu'elle signe ce formulaire. Ensuite, on va passer mais rapidement sur l'examen gynécologique à proprement dit. Donc, idéalement, on va respecter le plus possible son intimité, même si l'examen gynécologique, forcément, on doit déshabiller la personne, mais on essaiera de la déshabiller de façon segmentaire. C'est-à-dire, si on doit chercher des traces de coups sur la partie supérieure des traces de violence sur la partie supérieure du corps, donc sur le tronc et le cou et le visage, on déshabillera d'abord cette partie-là et ensuite on lui permettra de se couvrir et ensuite on ira procéder à l'examen gynécologique, tout ça pour qu'elle puisse sentir une certaine sécurité. Et lors de l'examen gynécologique aussi, on mettra forcément un linge, donc un drap ou autre, ou un chant, donc sur son abdomen pour qu'elle puisse couvrir, justement pour qu'elle puisse sentir ce respect de l'intimité. Bien sûr, il faut que notre victime soit stable sur le plan hémodynamique, ça c'est le B.A.B.A.
Et on va rechercher justement ces stigmates de traumatisme. On a dit surtout le corps, est-ce qu'il y a des ecchymoses, est-ce qu'il y a des blessures, est-ce qu'il y a des traces de strangulation au niveau du cou. Donc tout ce qui a été expliqué par le professeur Aïtbourima hier. Et sur l'examen gynécologique à proprement dit, nous allons relever les différentes blessures. Nous allons bien sûr les rapporter sur le pictogramme, ce qui est important. Donc ça permet que le dossier soit exploitable par toutes les personnes qui vont intervenir dans la prise en charge de notre victime. Bien sûr, il ne faut pas oublier la cavité buccale également, les points donc, de contention, les poignets, les chevilles, la face interne des cuisses, tous ces endroits-là. Il faut partir chercher des traces de violence. Si la victime rapporte des coups violents, il faut aussi penser à faire des radiographies. Peut-être qu'elle a également des fractures osseuses. Donc, les pictogrammes, comme ils ont été expliqués hier, donc surtout le corps. Et quand on arrive à l'examen gynécologique à proprement dit, là aussi on a un pictogramme où on peut mettre les différentes lésions qui sont retrouvées. Par rapport à l'hymen, les lésions seront inscrites en fonction d'un cadran horaire. On suppose que ici c'est 12 heures, 3 heures, 6 heures et 9 heures. Et on va décrire les lésions si jamais on les retrouve. Par exemple, si on en trouve une à ce niveau-là, on dira lésion à 7 heures ou 8 heures. Et on dira si la lésion, donc, elle est totale ou, pardon, voilà. Si la déchirure est superficielle, donc c'est moins que la moitié donc, de l'épaisseur de l'hymen, si elle est profonde ou si elle est totale. Donc, ça, c'est la profondeur de la déchirure. Et bien sûr, on a dit sa localisation. Ce qui est important aussi, c'est de dire est-ce que c'est une blessure, si c'est une déchirure avec une ecchymose ou sans ecchymose, avec une trace de sang ou sans trace de sang. Parce qu'une blessure avec une trace de sang ou avec une ecchymose suppose que c'est une blessure qui est récente. Et donc, si la victime dit avoir été victime d'une agression sexuelle le jour même ou la veille ou l'avant-veille, ça colle avec ce récit-là. S'il n'y a pas de traces récentes, ça ne veut pas forcément dire qu'elle n'a pas eu d'agression récemment, surtout si une patiente qui a déjà des rapports sexuels. Donc, il est important de noter tout cela sur le dossier et de chercher est-ce qu'il y a du sperme. Donc, la présence de sperme c'est un signe d'une relation sexuelle. Ce n'est pas le signe d'une agression sexuelle, ça a bien été expliqué hier. C'est le signe d'une relation sexuelle. Alors, par contre, le fait de prélever le sperme, ça va nous indiquer c'est une relation sexuelle avec qui. Donc, on peut rechercher l'identité de l'agresseur et donc pouvoir aider cette victime à obtenir ses droits. Donc, si c'est une victime qui a eu des agressions itératives, qui a été séquestrée, on va chercher des signes de surinfection, c'est important, que ce soit au niveau donc, de la partie génitale ou au niveau des autres parties. Voilà. Et le plus important, donc le fait d'avoir examiné est une chose, on va relever tout ce qu'on a. Donc tout ça c'est médical, hein, toutes les lésions qu'on a retrouvées, on va bien les mettre sur le dossier, les détailler, celles qui ont l'aspect récent, celles qui sont plutôt anciennes, donc on va mettre tout ça, c'est important, mais il n'y a pas que ça ne s'arrête pas là. Le plus important, c'est de pouvoir aider cette victime-là pour la suite, c'est-à-dire pour les choses qui sont salvatrices, pour les choses qui vont pouvoir changer le cours des choses. Parce que là, on a relevé des traces de faits, on va dire, passés. Donc là, on a juste documenté ce qui s'est passé. Là, pour pouvoir l'aider quant à l'avenir, c'est le plus important, enfin, c'est aussi important. Et donc là, c'est de pouvoir l'aider à obtenir sa contraception d'urgence, hein, de pouvoir lui prodiguer cette pilule du lendemain dans les 72 premières heures. C'est important.
plus tôt elle apprend, plus elle a de chances qu'elle soit efficace. Donc, si elle apprend à 12 heures, c'est mieux que si elle apprenait à 24 heures. Si elle apprend à 24 heures, c'est mieux que si elle apprenait à 48 heures. Et si elle apprend à 48 heures, c'est mieux que si elle apprenait à 72 heures. D'accord? C'est important. On peut aussi, selon les protocoles nationaux, lui prodiguer le traitement contre les infections sexuellement transmissibles les plus courantes, donc le chlamydia, le gonocoque, la syphilis et le trichomonas. On peut lui proposer de faire déjà un premier test rapide de dépistage du VIH et on peut lui proposer aussi de ne pas attraper ce VIH-là. Donc, si le test est négatif, ça veut dire qu'elle n'est pas porteuse du VIH, on peut lui permettre de ne pas l'attraper à l'issue de cette violence sexuelle. Et donc, grâce à l'algorithme du programme national de la santé pour la lutte contre l'IST, en fonction de son, on va dire, son risque d'attraper le VIH, c'est-à-dire s'il y a eu pénétration ou pas, quelle pénétration il y a eu. Donc, en fonction de ces éléments-là, on peut lui proposer de ne pas attraper donc la maladie. Également, donc on peut aussi faire un test de grossesse si elle ne sait pas si elle était déjà enceinte ou pas. Ça peut permettre justement de sauver un couple si cette dame elle est en couple, si elle est mariée et que à l'issue de cette violence, si par exemple elle a une grossesse débutante, qu'elle en a déjà parlé à son mari ou pas, et que survient la violence sexuelle, le fait de pouvoir faire un test de grossesse qui est positif le jour de la violence, on comprend parfaitement que cette grossesse-là n'est pas issue de cette violence-là. Et donc, ça peut lui permettre de garder donc, son noyau familial. Et aussi, si la victime n'est pas à jour de sa vaccination contre l'hépatite B, on peut lui proposer là aussi une vaccination pour justement ne pas développer l'hépatite B. Et ce sont des choses qui vont sauver toute une vie. Donc, le fait de pouvoir lui faire profiter de tout ce package-là, donc tout le package qui est offert par justement le programme de lutte contre la violence vis-à-vis des femmes, le fait de pouvoir lui assurer cela, c'est ça qui est garant de pouvoir en quelque sorte lui changer sa vie. Hein? Le fait de ne pas attraper une IST, le fait de ne pas attraper le sida, le fait de ne pas tomber enceinte à l'issue d'une violence sexuelle, ce sont des choses qui vont faire la différence. Hein? Une personne lambda victime de violence sexuelle, donc là, j'occulte le côté psychologique. C'est ma collègue qui en parlera demain, mis à part. Donc, disons qu'il n'y a pas de très grosses répercussions psychologiques. Hein? C'est-à-dire que deux personnes qui ont cette capacité à bien gérer, on va dire, et aller au-delà de cette violence-là, chez une personne qui a à l'issue de cette violence-là, attraper le VIH, qui est tombée enceinte, ben, sa vie va être modifiée. Chez une autre personne, chez une autre victime qu'on a pu sauver, donc finalement on a pu lui éviter d'attraper le VIH, on a pu lui éviter de tomber enceinte, on peut imaginer un retour de la vie à la normale, en quelque sorte. Hein. Je le répète, on a occulté là le côté psychologique, on le laisse de côté. Donc c'est important de veiller, parce que la victime, elle est complètement chamboulée. Hein, elle ne sait pas ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Elle a un sentiment de honte, de culpabilité. Elle a juste envie des fois de partir, de rester toute seule. C'est important. Nous savons. Vous savez. Hein? Vous êtes dans le programme, vous êtes dans les urgences, vous êtes dans un hôpital, vous êtes dans une structure de santé et vous savez que ces 72 premières heures, elles sont décisives pour elle. Donc, une fois qu'elle arrive chez vous, ne la laissez pas partir, c'est important. Et c'est là votre pouvoir de lui faire changer son monde finalement. Vous ne pouvez pas changer le passé, vous ne pouvez pas l'empêcher d'avoir vécu la violence qu'elle a eue. Ça, vous ne savez pas faire. Personne ne sait faire, on ne sait pas revenir en arrière. Par contre, vous pouvez lui changer son avenir. Et c'est cette particularité-là finalement qui fait la spécificité de votre rôle en tant qu'assistant social, c'est de pouvoir l'aider à obtenir ces droits-là. Parce que vous, à ce moment-là, vous y voyez plus clair qu'elle. Est-ce que vous me comprenez? Très bien. Donc là, c'était détaillé. C'est la partie médicale, le traitement antibiotique, le traitement antiviral. Aussi, on peut avoir recours à des analgésiques si elle a des douleurs, des anxiolytiques si elle a du mal à dormir. Donc tout ça, c'est la prise en charge médicale. Donc, je reviens encore une fois
à mon circuit hospitalier préférentiel. Et je vous rappelle que l'assistant social, il est à tous les niveaux. C'est la flèche rouge. Hein. Vous devez pouvoir lui assurer un bon accueil au niveau du service d'accueil. Vous devez pouvoir lui assurer justement de bénéficier de sa prise en charge médicale. Vous devez pouvoir lui assurer de bénéficier de ses droits médico-légaux. Vous devez pouvoir avoir des liens avec tout ce qui est donc médico-social, éventuellement avec justement avec la société civile, avec des structures d'accueil, soit pour l'enfant, soit pour la femme. Bon, j'ai beaucoup plus accès sur la femme, mais c'est parfaitement calcable pour l'enfant. Donc, c'est important de pouvoir mener cette victime-là, donc de pouvoir la guider par la main, de la prendre par la main et de lui faire faire ce circuit-là et de pouvoir justement bénéficier de tous les services à tous les niveaux grâce à votre capacité à bien communiquer, grâce à votre capacité à lui faciliter les démarches, grâce à votre capacité à entretenir le système d'information, parce que grâce à cette bonne tenue du système d'information, on peut évoluer, on peut avoir des chiffres, on peut faire encore plus de plaidoyer, on peut faire en sorte justement que les unités soient dotées de toutes les ressources nécessaires, aussi bien humaines que matérielles, pour pouvoir justement prodiguer tous ces services-là. Donc voilà, vous êtes au cœur de toute cette prise en charge-là. Donc c'est une conscience qui est mise en vous à juste titre. Et il est important justement de pouvoir mener les choses à bien. Bien sûr, ce que vous ne faites pas, c'est que vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes de la femme. Vous ne pouvez pas la convaincre de quitter une relation violente et vous ne devez pas la convaincre. De toute façon, ce n'est pas votre rôle. Vous ne pouvez pas la convaincre de se rendre auprès d'autres services comme la police ou les tribunaux, mais vous pouvez l'orienter vers eux. Vous ne lui posez pas des questions dans un but de voyeurisme, juste de pouvoir connaître des détails inutiles, mais vous posez des questions qui vont aider justement la prise en charge ultérieure. Vous ne lui demandez pas d'analyser ce qui s'est passé. Pourquoi vous ne lui demandez pas pourquoi est-ce qu'elle est sortie la nuit, pourquoi est-ce qu'elle a fait ceci ou cela? Ce n'est pas votre rôle, ce n'est pas mon rôle, ce n'est le rôle d'aucun d'entre nous. Par contre, vous l'accompagnez. Ce qu'il y a à faire, c'est que vous l'accompagnez dans les étapes du circuit. Vous lui facilitez les démarches, vous l'orientez, vous assurez la bonne tenue du système d'information. Et tout ça grâce à votre pouvoir de communication, à votre empathie, à votre pouvoir de réassurance. C'est très, très important. Donc, je vous rappelle, et c'est très important, ces gestes salvateurs, ces gestes qui vont changer l'avenir. Pardon, ce sont des gestes qui vont pouvoir changer l'avenir. Donc, toute la prophylaxie, donc contraception d'urgence, prophylaxie contre la grossesse, prophylaxie contre les IST bactériennes et virales, surtout le VIH et l'hépatite B. Donc, la prise en charge intégrée est un droit de la femme et de l'enfant victime de violences sexuelles. Cette notion de droit est fondamentale. C'est un droit, et un droit, ça s'acquiert. Donc, il est important de pouvoir leur faire bénéficier de leurs droits. Le rôle de l'assistance sociale est un rôle pivot. C'est lui qui fait le lien entre la victime et les différents services dont elle pourra bénéficier. Il l'en informe, mais il lui permet également de pouvoir en bénéficier. Il est essentiel de ne pas agir seul, mais de travailler en réseau dans l'intérêt suprême, bien sûr, de la victime. Voilà, et je vous remercie. Je vous remercie également pour votre interactivité. Ça m'a fait énormément plaisir et je suis là pour écouter vos questions. Professeur Benhissou, à vous. Donc, avant de passer la parole à professeur Benhissou Mustafa, je tiens à remercier une autre fois Madame la professeure Amel Bouzienne pour cet exposé interactif, très riche en informations, en apprentissage. Je pense qu'on est arrivé à la session questions-réponses. Et c'est monsieur, j'invite professeur Benhissou Mustafa de gérer cette session, de modérer cette session, s'il est toujours avec nous. J'ai l'impression qu'il a un souci de connexion.
Non, 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 il n'a pas de souci de Ah, connexion. Il est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est toujours là, vivant. Avec On ses s'est 4 dit que vous êtes parti pour une urgence obstétricale. doigts. Celui-là, toujours. On a eu peur là. Ouais, pas On de s'est dit souci. peut-être qu'il y a un accouchement Non, imminent non, qui non, 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 est. non. Celui-là, corps et cœur et âme. D'accord. Donc, à vous la parole, c'est Sidi Mustafa. Merci D'accord. beaucoup. Merci, Madame Acharaï. Merci, merci. C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un grand d'entendre votre voix, de voir votre visage à travers ce webinaire. Ça me fait énormément plaisir et honneur en même temps. Et je profite de vous parce que malheureusement, il y avait un problème de connexion. Donc, je n'ai pas eu le temps. Je n'arrive pas à voir les renvoie en fait leurs questions pour que je puisse les lire et les envoyer à au professeur Boussier. Donc, première question sur les conduites thérapeutiques. En fait, quelle serait votre conduite thérapeutique? Une patiente, une femme violée qui porte une IST. c'est-à-dire qu'elle, elle a déjà une IST. Ah oui, et violée. Ben, il faut traiter l'IST en question en suivant le protocole de l'approche syndromique. Si j'ai bien compris, la dame, elle a déjà des stigmates d'infection, c'est ça? Elle a des signes cliniques d'infection et elle a été victime d'une agression sexuelle. Donc, on la traite. À ce moment-là, on n'est pas dans du prophylactique, on est dans du thérapeutique et on a les protocoles du ministère de la Santé. Voilà, Et justement. par approche syndromique. Je Oui. confirme. Il y a une autre question intéressante. Y a-t-il un délai à respecter pour se présenter au professionnel de santé pour la victime? Alors, c'est ce qu'on dit. Idéalement, c'est tout le travail d'ailleurs de plaidoyer que fait le programme. Idéalement, c'est-à-dire, je reviens à cette histoire d'être salvateur, de pouvoir changer les choses. Idéalement, c'est dans les 72 premières heures pour qu'on puisse prodiguer on va dire, cette contraception d'urgence, cette prophylaxie contre le VIH-Sida, la vaccination contre l'hépatite B. Ça, c'est l'idéal. Et pour pouvoir aussi recueillir les preuves médico-légales, ça, c'est l'idéal. Mais il n'y a pas de délai maximal. C'est-à-dire qu'un professionnel de santé ne va pas refuser une victime qui dit avoir été victime de violences sexuelles ou de violences en général il y a 3 semaines, par exemple. Sauf qu'il a très peu de chances de découvrir des stigmates de violence ou de pouvoir lui apporter quelque changement que ce soit. Votre Le micro. micro, il est coupé. Je vous dis une question qui m'a été posée. Une femme enceinte de 6 mois qui a été violée et elle a perdu son bébé le même jour. Oui. Quelle est la conduite? C'est une question. Le deuil, son enfant, ou le viol. C'est-à-dire que la dame est enceinte de 6 mois, elle est victime d'agression sexuelle et au décours de cette agression sexuelle, on va dire que sa grossesse se complique d'une mort fétale ou bien d'un accouchement prématuré parce que ce n'est pas précisé. En tout cas, elle a perdu sa grossesse. La prise en charge rejoint en quelque sorte la prise en charge initiale. Bon, là, on n'a pas de prophylaxie contre la grossesse parce qu'elle ne peut pas tomber enceinte. Mais par contre, la prophylaxie anti-HIV, elle est là. En fonction de son statut aussi vaccinal, contre l'hépatite B aussi, elle est là. Contre les IST bactériennes, c'est là. Je confirme. Après, effectivement, la prise en charge psychologique à proprement dit, ce sera un peu plus lourd certainement. Et là, les professionnels devront justement porter ce challenge-là pour l'aider à passer ce deuil-là de la grossesse, mais également le traumatisme subi par la violence elle-même. Après, là, j'imaginais aussi tout un volet médico-légal. Est-ce que la perte de grossesse est due à la violence elle-même ou pas?
Ça dépend, hein, ça dépend. Si la violence a induit, par exemple, je dis n'importe quoi, un traumatisme violent direct sur l'abdomen de, de la victime. Professeur Bouzienne, Oui, est-ce que vous j'ai m'entendez? une question. J'ai une question, s'il vous Je n'ai pas plaît, parce terminé. que je ne vous ai pas entendu. Oui, donc je disais que par rapport au fait de relier la perte de grossesse à la violence elle-même, donc il faudrait chercher des stigmates. Si c'est une mort fétale, par exemple, euh, à un coup, à point d'impact abdominal, et que c'est une mort fétale, on peut supposer qu'elle a développé un hématome rétroplacentaire. En tout cas, ça dépend du cas, hein. Ça dépend du cas. Donc, je cherche le rôle de l'assistante sociale vis-à-vis d'un cas de violence sexuelle. Quel est le rôle Le rôle de la social vis-à-vis d'un cas de violence sexuelle? Alors, le rôle de l'assistante sociale vis-à-vis d'une violence, d'une victime de violence sexuelle, ben, c'est tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Donc, c'est de pouvoir. Donc, c'est très, très bien. Ça nous permet de synthétiser cette question. La personne qui l'a posée est très pédagogue, c'est très, très bien. Donc, son rôle, c'est d'assurer l'accueil dans des bonnes conditions de la victime et de pouvoir l'informer des services auxquels elle a droit et de s'assurer qu'elle puisse bénéficier de ces services-là si tel est son désir. J'ai une autre question intéressante. Un enfant ou un adulte qui vient vous voir avec ses parents. Les parents qui amènent leur fille ou leur fils normalement pour une violence sexuelle, suite à une violence sexuelle. Est-ce qu'il faut le dire obligatoirement à ses parents ou pas? Alors, si c'est un enfant mineur, bien sûr qu'il est amené par ses parents. L'enfant mineur, bien sûr qu'il faut le dire. C'est l'enfant mineur. On est bien Même d'accord. si l'enfant te dit, je ne veux pas que mes parents sachent. Là, chez l'enfant mineur, je ne veux pas que mes parents sachent. L'enfant mineur est sous la tutelle de ses parents. Et les parents ne peuvent pas choisir qu'on ne fasse pas le signalement. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas choisir de taire l'affaire d'eux-mêmes. Le signalement s'impose parce qu'on est droit il faut protéger justement l'enfant. Une autre question sur la même longueur d'onde. Lors d'un examen gynécologique chez une mineure, on doit toujours avoir le consentement de son tuteur. Est-ce qu'on doit toujours avoir le consentement de son tuteur? Ça, c'est excellent, en fait, comme question. Examen gynécologique chez une mineure. Une mineure qui vient me voir en tant que gynécologue obstétricien pour un examen gynécologique. Virginité, par exemple. Est-ce que je dois avoir l'aval de son mineur pour qu'on puisse... Le mineur, toujours, il faut avoir l'aval du parent, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. A fortiori toujours et a fortiori dans un cadre de violence. Bien sûr, on parle de violence. Ben, c'est les questions que j'ai. J'attends les collègues qui m'envoient leurs questions avec impatience, bien entendu. Attendez-moi. Parce qu'on avait un petit souci au début parce qu'il n'y avait pas de questions. Mais je pense qu'on n'avait pas, ils n'avaient pas la main pour écrire. J'ai accès au chat et on a une très bonne remarque de Fdoua Igratan, je suis désolée si j'écorche votre nom, qui nous dit que justement pour les mineurs, souvent, les jeunes filles donc de 14, 15, 16 ans qui ont été victimes de violences, on ne va les recevoir qu'au stade de grossesse, que quand elles sont enceintes. Mais c'est ça qui est malheureux, c'est ce que je vous expliquais. C'est-à-dire le fait d'avoir subi une violence est une chose, c'est un choc, c'est tout, c'est-à-dire c'est quelque chose à gérer, mais le fait de devoir subir une violence et une grossesse, c'est autre chose. Ça va vraiment changer encore plus le cours de la vie. Et c'est justement là, on revient à ma diapo de la prévention primaire. Donc, c'est toute cette action de plaidoyer de pouvoir expliquer aux jeunes et aux moins jeunes, donc à tout le monde, qu'il y a ce programme justement de prise en charge et qu'il y a urgence à être prise en charge. Hein? C'est une urgence. Le mot urgence est très important parce qu'on peut changer le cours des choses. Ouais. Amen. Il y a une question aussi, il y a des gens qui posent, Njari il pose, Hanan Njari il pose avec Salama. Ils sont en train de pousser le bouchon plus fort et plus au fond. Une question intéressante. Il vous dit
que c'est le mineur qui vient vous voir avec ses parents, et c'est les parents qui sont en fait les agresseurs, ou l'agresseur, le parent. C'est ce que je disais, j'y ai répondu tout à l'heure. On n'examine pas un mineur sans la présence de ses parents. Et c'est les parents qui sont agressants. Même s'ils sont agresseurs, c'est ce que je disais. Si à l'issue d'un examen physique d'un enfant, d'un mineur, en général, qu'il ait été amené pour de la violence ou pas, si on suspecte, rien le fait de suspecter de la violence, donc on le dit à ses parents d'une part, mais on fait un signalement. On avise le procureur du roi. C'est très important. Donc il faut soit il a été victime, on va dire, qu'il y a plusieurs cas de figure, soit par ses parents, soit parce que ses parents n'ont pas fait attention mais qu'ils veulent taire la chose. Mais de toutes les façons, il faut faire le signalement. C'est très important. Les signalements acquis. Il n'y a pas le choix. D'accord. Donc, c'est un problème juridique et un problème administratif. C'est la police judiciaire, c'est ça. C'est le procureur. C'est le procureur du roi, oui. Ouais. Procureur. Autre question? Là, je vois, ce modèle formé. Ben, ça, c'est une femme. Un tuteur. Ben, j'ai autre dit, il s'agit d'une fille mineure. Il est préférable de remettre le rapport évidemment à l'autorité de peur que le père fasse justice. Mais s'il s'agit d'une fille mineure, il est préférable de remettre le rapport de l'examen aux autorités de peur que le père fasse justice lui-même. Mais si on a été réquisitionné, oui, si on a été réquisitionné, c'est une chose. Si on fait l'examen sous réquisition, bien sûr, le rapport, il sera délivré l'autorité judiciaire. Voilà, l'autorité judiciaire. Ça, c'est une chose. Après, si la victime est amenée par ses parents, c'est différent. Est-ce qu'elle est amenée parce qu'elle est victime? Et donc là, même le récit de l'enfant mineur, le mineur, il est dans ce sens-là qu'elle a été victime. Et donc, si elle est amenée par ses parents, c'est pour pouvoir justement faire de la prise en charge. Ou quel autre cas de figure qu'on connaît? Le parent qui ramène sa fille parce qu'il soupçonne qu'elle a des rapports sexuels. Là, on n'est pas sur c'est différent. Si son récit à elle, c'est qu'il n'y a pas eu de violence, l'infirmier polyvalent. On ne va pas justement faire éclater des scandales familiaux. On n'est pas dans le même cas de figure. Là, on parle de violence. C'est différent. Si vous me permettez, oui. Un petit complément d'information, ce qu'il faut que les professionnels de santé gardent en tête toujours, c'est que la prise en charge dont on est responsable est le volet sanitaire de la prise en charge. Il faut toujours garder en tête que la violence, il y a toute une chaîne institutionnelle qui assure la prise en charge dès le cas, que ce soit un enfant ou une femme. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'on soit sûr que la prise en charge sanitaire a été faite en harmonie avec les normes et standards qu'il y a. Et à chaque fois, suivant le cas, on passe la main à l'autre autorité pour qu'elle puisse continuer le volet qui dit la prise en charge, que ce soit les services sociaux ou les services judiciaires ou les mahakim, etc. D'accord. Une question aussi, quel est le rôle de l'infirmier polyvalent de cette prise en charge? Peut-être le commentaire était par rapport au milieu rural, je pense. Exactement. Voilà, donc, un infirmier polyvalent dans un centre où il n'y a pas de médecin, qui dépiste. C'est très très bien. J'ai beaucoup aimé dans la question, qui dépiste. Il est au courant, il va chercher des signes. Je pense qu'il va commencer par vous me corrigerez, docteur Hachaoui, si je me trompe, donc déjà un rôle d'information de la victime par rapport à ses droits, donc de lui tendre la perche, puisqu'il dépiste, donc elle ne le dit pas explicitement, donc de lui essayer de lui tendre la perche,
Et si justement elle en vient à justement dire qu'elle est victime de violence, lui proposer justement une éventuelle prise en charge et l'orienter en fonction de la filière de soins, l'unité intégrée dont elle dépend. Vous me corrigerez, Dr. Hachaoui, si je me trompe. Dr. Hachaoui? Dr. Hachaoui? Je pense qu'on a perdu Dr. Hachaoui. Un problème de connexion, je pense. D'accord. En attendant. D'accord. On va passer peut-être à la question de le suivante. rejoindre. Oustad Ben Hassou. Professeur Ben Hassou. On a perdu professeur Ben Hassou, je viens de l'admettre aussi. Très bien. Vraiment, il y a des problèmes de connexion. Oui, avec la météo qui fait. Oui, Pas... elle est liée au mauvais. برا كنقرا يا سي برا كنقرا واشرب ماء انا نجيب لك الماء خليني نقرا انا Alors, je vais anticiper. Donc, je vois ici une question. Comment faire pour minimiser le délai d'attente pour une victime de violence quand on n'a pas de gynécologue disponible? Donc, voilà, quand il n'y a pas de disponibilité d'un gynécologue. Alors, l'accueil, il est plus global, hein. La violence, en général, et la violence sexuelle. Donc, on a dit que la prise en charge, elle est un peu plus globale que ça. Donc, ça ne se réduit pas à un examen gynécologique en tant que soi. D'ailleurs, c'est parmi les objectifs de la formation, c'est qu'un médecin, tout praticien, puisse effectuer cet examen gynécologique. C'est un examen gynécologique de base. Donc, on peut imaginer qu'un médecin urgentiste ou un médecin donc généraliste dans une structure de soins, dans un établissement de soins de santé primaire ou de base, puisse faire cet examen-là. Donc, il suffit de connaître tous les médecins la connaissent. Il suffit de connaître les lésions typiques, ça aussi, on en a parlé, donc toutes les lésions donc, d'échymose, toutes les blessures dont on a parlé, les lésions immédiates, et donc de pouvoir pratiquer cet examen-là et de pouvoir mettre tout ça sur papier, donc de pouvoir apporter les données de l'examen. Voilà. Bonjour, Dr. Hachaoui. Oui, bonjour, excusez-moi, j'ai eu un petit problème de connexion. Très bien, oui. Alors, excusez-moi, je reviens à l'idée que je voulais partager tout à l'heure. C'était en fait une information pour rassurer nos amis et collègues professionnels de la santé exerçant au niveau des établissements de santé primaire. Donc, en fait, ça va, vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais. D'accord. Très bien, parfait. En fait, actuellement, le programme, il travaille sur l'élaboration de modules de formation pour le paquet de services qui doit être offert au niveau des établissements de soins de santé primaires. Et donc, très prochainement, il y aura des formations spécifiques par rapport au rôle des médecins généralistes et infirmiers au niveau des établissements de soins de santé primaires. Donc, il faut juste patienter un peu. On aura à traiter de tout ça en long et en large. Très bien. Alors, j'ai un témoignage très poignant qui est écrit en arabe. Je voudrais que tout le monde هو كتبه غزلان دونك كيجي من خلال عملي في مستوصف قروي يبعد عن المركز الحضري حيث يعمل الطبيب ب 120 كيلومتر. جاءت في المساء حيث اختفت الأنظار جدة تصطحب ابنها وحفيدتها ذات 9 سنوات. الحفيدة ابنة بنتها التي كانت تعاني من أوجاع حادة في المخرج، ومن خلال فحص لها كممرضة وحيدة تعمل بالمركز
لاحظت أنه ربما حالة اغتصاب، حيث أن الأم أيضا لتلك الفتاة كانت ضحية اغتصاب أدى بها إلى ولادة تلك الطفلة. لم أكن أعرف ماذا سأفعل في حالة تواجدي فقط كممرضة بالمركز الصحي، وكنت أشك الذي اغتصب الأم هو أيضا ربما مغتصب هذه الفتاة، حيث أنه رفض اصطحابها للمركز الحضاري من أجل معاينة طبية. هذه الحالة التي وقعت فيها هي السبب الرئيسي لمشاركتي في هذا التكوين. ما هو دوري تجاهها حيث كان بإمكاني إنقاذه؟ Alors, ça donne la chair de poule, le témoignage. Et justement, je pense que Dr Hachaoui va expliquer le but même de la formation. Oui, en effet, sauf que le cas précis, ça m'étonne l'infirmière, elle aurait pu faire chez Hajé qui dépasse ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Donc, c'est vraiment avec les soins d'urgence et référer les deux victimes. Malheureusement, مازال عندنا في المغرب effectivement كاين des dispensaires واخا هاد les dispensaires ما بقاوش بزاف les centres de santé niveau 1 en milieu rural qui sont assez مازال reculés. C'est problématique pour différents programmes ماشي غير pour les victimes de violence. Bon, ما عندنا ما نديرو لا جيوغرافي ديال بلادنا هي هادي في الوقت ديال on avait travaillé à la stratégie des urgences et même avec tous les moyens qu'on a pu, que le ministère a pu acquérir. Vous avez pu le remarquer qu'il y a des hélicoptères. Les localités, mais ça reste encore, il y a encore de l'effort à faire. Très bien, mais si je pouvais ajouter quelque chose, de oui. toutes les manières, comme oui. on a dit, dans ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas, on ne change pas une vie. Le rôle du professionnel de santé, puisque le rôle de la formation et le rôle de l'assistant social, ce n'est pas de changer toute la vie de la personne. Ça, on ne peut pas le faire. Il faut faire le deuil sur ça. On ne peut pas changer complètement et on n'a pas changé le passé. Donc déjà, le fait, Rizlan, vous avez dépisté et vous avez porté le diagnostic, vous en avez parlé peut-être la grand-mère qui accompagnait, donc l'adulte qui accompagnait, et vous avez pensé à référer le centre médical, c'est-à-dire pour pouvoir justement bénéficier de la prise en charge, là, vous avez fait votre travail. D'accord? Donc, du point de vue sanitaire. Après, ce n'est pas le choix de la pas changer complètement, tout changer. Il y a un autre élément sur lequel on insiste les recommandations de bonne pratique, c'est que ils te disent que bon, les cas, éventuellement, si tu suspectes que la patiente ne peut pas à la victime et ne peut pas tout dire, éventuellement parce que l'agresseur est la personne qui l'accompagne, il faudra lui proposer un autre rendez-vous. D'accord, très bien. Très bien. Donc, les normes, si vous suspectez que la victime de violence a été accompagnée par son agresseur, vous pouvez lui donner un autre rendez-vous. Il y a l'occasion où tu pourrais la revoir sans pour autant avoir la personne agresseur avec elle. زعما كتقولها مثلا بوغ فوالا كتقولها رجعي خصك ديري ان اكزامان ولا شي حاجه اخرى ولا بحال هكا باش كترجع كوم سا tu auras l'occasion de la voir هي toute seule et faire le nécessaire avec elle. Très bien. شفت un commentaire relatif à une fiche de référence standardisée كاينه une fiche de référence standardisée elle existe d'ailleurs actuellement le guide des normes standards il est en cours d'impression غادي تلقاو فيه كاع هذاك les annexes y compris tous les supports du système information en annexe.
Malheureusement, d'abord, à travers mon téléphone portable, j'arrive pas sur le chat. Alors, oui, alors une question qui se répète encore. En cas de sévices d'enfants, est-ce qu'on doit aviser les autorités? Oui, on doit aviser les autorités. Oui. Donc, le mineur, oui, il faut aviser. Bouziane, Oui, aussi. j'aimerais bien partager avec vous une expérience que j'ai vécue les années 90. Oui, Parce que avec plaisir, professeur. je travaillais à une ville côtière, tout près de Casablanca. J'étais de garde. Et puis un jour, j'ai le procureur qui vient me voir avec la police, avec le judiciaire, avec une maman qui pleurait, Nedba. Je faisais les gardes encore jeune, avec accompagné ces deux filles. Deux filles qui pleuraient. 6 ans, 4 ans, 6 ans, 4 ans, ou 5 ans, 3 ans, un truc comme ça. Parce qu'ils ne sont même pas scolarisés. Et puis, ils étaient en train de pleurer. Mais comme je dis, Baba Dali Didi. Baba Dali Didi. Voilà, c'est ça. Alors, je me rappelle très bien de cette histoire. L'examen gynécologique, en fait, la jeune, c'est le cloaque orogénital. Il était complètement déchiré. L'anus, le vagin, tout était un seul cloaque. Ruina. Et puis l'autre fille, elle aussi, elle était déchirée avec du sang. Mais une fille qui a été référée, la plus petite, qui a été référée en urgence à Casablanca au CHU. Et l'autre, on a appelé le médecin chirurgien infantile pour qu'il la répare. Avec une colostomie, avec vraiment, c'est dégueulasse. Bah, c'était en fait, j'ai vécu ça de mes propres yeux. Et puis, ils étaient avec un collègue que je connaissais, la police judiciaire. Et tout le temps, je lui dis, comment vous faites? Bah, puisque les filles disent que c'est le papa, les filles, 6 ans, 4 ans, ils disent que c'est mon papa. Le papa, il dit non, c'est pas moi. La maman, il dit que c'est leur papa. Le papa, il dit non. Donc, c'est une affaire de police. mal. Si mais en fait, le mec, il ne fumait pas, il ne se droguait pas, il prenait maquillage, ils avaient des doutes. Un ami, un collègue, un policier, il a fait une initiative. Il a appelé la femme, puis il l'a même giflé. Il dit, non, c'est elle qui a fait ça. La maman a fait ça à ses propres filles, avec son copain, parce qu'elle avait un amant. Et le pauvre papa accepte la maman, où ils ont pensé que, voilà, je vais faire ça, je vais agresser mes filles. Le mec va être le hibs. Et puis, lorsqu'il va être en prison, je vais avoir mon divorce, je vais gagner le floss, je vais gagner mes enfants, je vais gagner tout. Tu vois, que pour vous dire que parfois l'agresseur, c'est la personne la plus proche. Donc, en tant que médecin, en fait, nous, c'est tout ce qui est scientifique, tout ce qui est ça, je fais ma lésion, je décris les lésions, je décris ça et cela. Mais en fait, parfois, il y a des choses que il y a des choses, je n'arrive pas à comprendre comment une maman va agresser ses propres filles pour le besoin de son amour, ou pour avoir une pension, ou une maison, ou je ne sais pas. Tu vois, c'est des choses, comme vous dire que l'être humain, c'est un ensemble de complexes que personne ne peut vous dire. Ce n'est pas 1 plus 1, 2, 2 fois 2, 4. L'exemple, c'est pour la sage-femme ou l'infirmière qui a vu la fille qui était fort probablement, je crois que c'est vrai, tout est possible. Moi, je ne sais pas moi. Mais là, en tant que, il faut voir. Et je réponds à madame, vous, madame, Allah يجزيك سميتك بالله العلي العظيم parfois تنتلف في السميات. Parfois, c'est difficile. Je dirais que c'est très, très, très difficile. Même si je dis, voilà, madame, ou là, la fille, rendez-vous d'ici 1 semaine ou là, 3 jours. Elle va être accompagnée par la même personne. Parce que la même personne ne va pas laisser le témoin. Qui va se faire بوحدو يجي انا j'ai violé une fille ونخليها تجيب بوحدها مع امها ولا مع خالتها و je vais pas y assister. غنبدا نجي ديما. Pour vous dire qu'en fait, c'est difficile la prise en charge. C'est une prise en charge, à mon sens, parce que c'est du vécu. Je trouve que il faut faire. Je trace, je fais ma consultation. J'ai un mineur
j'avise le procureur du roi. Si j'ai un doute, ما كاينش تخرجيف وما نقول وجي توجور دي دوت يقول لا حجز لقات فوق الحيط ولا دارت ولا ما دارتش ولا كونستيباسيون ولا سا وسا جي لي زون جافيز aussi aux autorités aux polices داكشي ديالهم c'est ma façon de voir les choses. D'accord, Madame Harshawi, vous êtes sur la même longueur d'onde. Police. Là, c'est ça. Pour les mineurs, on l'a dit. Ah oui, bien sûr. Là, pour les mineurs, on l'a dit et on l'a redit depuis tout à l'heure. Clair et net. ما فيهاش مناقشة. ما فيهاش. دابا c'est pour les أنا كنهضروا على les femmes victimes de violences majeures يعني بحال دابا هنا اللي كيكون tout dépend ديال خص le consentement ديالها في واحد العدد ديال les volets pratiquement toute la prise en charge وعاد par écrit en plus. Ouais. Très bien, très bien. Donc, c'est justement d'où l'intérêt des bonnes pratiques. Donc, dans l'examen médical, c'est l'examen médical. On ne conclut pas, on ne suppose pas. Donc, ça a été bien détaillé par le professeur Bourima. Donc, il y a une première étape du récit, tel qu'il a été dit, on le met au conditionnel. Et puis, dans la description des lésions, on dit juste si elle corrobore le récit ou pas, mais juste elle prouve ou et ensuite, comme dit Dr Harshawi, c'est une prise en charge qui est plus globale, ce n'est pas que le sanitaire qui joue son rôle, il y a aussi tout ce qui est justice et tout ce qui est social et tout. Donc, là, on est le maillon de la chaîne et justement, le cadre et il faut respecter ce cadre-là, c'est très très important. Bouziane, j'ai une autre question, je vais vous poser une question. J'ai une fille majeure, 24 ans, ramenée par la police pour un certificat de virginité. La patiente elle refuse qu'elle soit examinée. Ta conduite. Elle refuse. Elle me dit non, je ne veux pas être examinée. Alors qu'elle est ramenée par la police elle l'a ramenée. Je sais fort bien que mon certificat il est très très important. Par contre, il peut dire maintenant j'ai été agressé sexuellement par monsieur Y ou le monsieur X. Alors je vais non, tu n'as pas été agressé madame. Ah, le certificat, tu es clean. Alors il refuse de me dire voilà. Alors s'il refuse, ça veut dire qu'il sera chez Wahdakhor. Le certificat ne conclut pas où elle a été agressée ou pas. Est-ce qu'il y a pas de lésion? J'ai pas de lésion. Je parle de lésion, il n'y a pas de lésion, j'ai pas de lésion récente, j'ai rien. Ou des lésions anciennes. Donc, c'est-à-dire mon constat va changer complètement le déroulement du tribunal ou de l'affaire. Je pense que si on ne peut pas l'obliger à se faire examiner, on va le mettre. Je vais l'obliger. C'est ça la question. Voilà. Donc là, c'est l'obliger parce qu'obliger, c'est un problème personnel. Mais je vais l'obliger parce que ça va retentir sur la vie d'autres personnes. De toute façon, l'examen physique, on ne peut pas obliger parce qu'il y a un minimum de détente, il faut qu'elle soit en bonne position. On ne peut pas obliger. Même d'un point de vue pratique, je ne peux pas obliger. Il faut absolument qu'elle se mette en position gynécologique. Il faut qu'il y ait un minimum. Donc, si la patiente n'est pas consentante, on ne peut pas. Oui, je suis d'accord. Ici, il y a Mme Bahia, il y a Mme Zineb, il y a tout le monde qui, par exemple, vécu, c'est une affaire vécue. J'ai les polices, la gendarme, les douanes, les gens de la douane viennent me voir, viennent pour examen gynécologique d'une Africaine XY qui trafique de drogue. Voilà, et j'ai fait l'examen gynécologique malgré elle. Et je sors de cocaïne ou là, je sors du truc, mais les régions intimes d'elle. Alors, il refuse qu'il soit examiné. Et pourtant, on l'examine. Vous voyez, donc... Je suis hors sujet aussi. Ouais, le consentement. Vous dites consentement. Il a ma dit. Il a quatre réquisitions, parce qu'on a soulevé ça la semaine dernière. C'est une réquisition de procureur. Voilà, droge. À la réquisition. Ah, ouais, ben, il est d'accord. La réquisition. Même s'il me dit non, j'ai une réquisition, je dois faire mon examen. Je ne sais pas, je dois faire mon examen parce que si je fais mon examen, je compte un complice. Alors, si je n'ai pas de réquisition, je peux refuser l'examen ou lui dire la personne s'il n'est pas consentante. Si vous me permettez,
Ouais. Si vous me permettez, en fait, moi je pense que avec le cas de figure ne rentre pas dans ce qu'on est en train de voir, parce qu'une victime de violence sexuelle, حاجة وحدة أخرى تكون كتخدم مع des réseaux de trafic ولا تكون victime هذيك ما عرفتش متفق معك. دابا الميديا كيفاش نقول لك انا هذيك مثلا حاجة أخرى. انا مي جو بيان ترافاي سور ملي كتكون عندنا اون ريكيزيسيون باردون ملي كتكون عندنا اون ريكيزيسيون بور فيغ واحد ليكزامان هذيك بوحدها هذيك 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 ريكيزيسيون راه سي دون لو كادر فوالا سي بحال ان تيموانياج في اون افير بينال جو بونس هذاك الشيء. Madame, j'ai des réquisitions mais le procureur pour examen gynécologique. La patiente refuse. La patiente refuse. Ou j'ai la réquisition. Est-ce que je dois faire l'examen ou je dois respecter l'envie de la patiente que je vais examiner? Fais-moi la question. لا بيان J'ai la سور فهمنا دابا. C'est ça le truc. Alors, tu dis victime de violence, victime d'agression sexuelle. On a eu des cas, j'ai eu des cas. Alors, parfois, je dis, je fais mon examen. Il y a des gens qui disent non. Ah, donc, ça veut dire qu'il faut avoir le consentement de la patiente. On fait ça. Bah, qu'est-ce que je dois faire? J'ai le consentement, j'ai la réquisition de monsieur le procureur et j'ai la patiente qui refuse qu'il soit examiné. De violence. ما عرفتش مي انا جو مي سا سور لوغ ديال ملي كيكون شي واحد عنده ان كونفلي افيك لا لوا هذيك حاجه اخرى هذاك سا سي ان اوتر فولي كي نو رونتر با دابا في هاد لا بريزون شارج اللي حنا كنهضروا عليها. المهم دابا شويه لا جو بونس حيت هذيك لو جوج il a besoin ديال هذاك لي دوني دو ليكزامان gynécologique pour avancer par rapport لهذيك l'affaire. Ouais. C'est différent. Oui, alors que. Ah, là, on n'est pas des médecins gynécologues. Je pense عاوتاني كلنا قدام القانون ما عندنا ما نديرو كل واحد راه il contribue avec son témoignage بالاكسبرتيز ديالو هذيك كنظن حاجه واحده اخرى مفروغ منها. ابخي دابا حنايا اون اي دوفون واحد لو كاد فيغور وبحال هكا كيقول لك بون une mineure, ses parents la ramènent en consultation parce qu'ils suspectent qu'elle a des relations sexuelles ou les choses. Les cadres, ils sont différents. Au cas, le professionnel de la santé qui sait le rôle de l'autre, على حسب شنو كيفاش غنقول لك يعني هذاك la conséquence ديال هذاك l'acte qu'il va faire et qu'il va prodiguer. حنا on est dans une mission de soins et de préservation de le pronostic vital et sanitaire des patients. Et bien sûr, on agit dans les contextes qui sont normalisés. Après, qui relève les poursuites judiciaires ou c'est canon à part, il faut aller le voir. Je pense que c'est un autre cadre. En tant que professionnel de la santé, tu es obligé, citoyen, de s'aligner avec les forces de l'ordre et la loi. Voilà. C'est le message. Très bien. Ouais. Alors, on a des questions relatives à une personne handicapée mentale qui serait ramenée. C'est pareil que chez l'enfant. Donc, il faut avoir l'accord du tuteur légal. C'est le même principe que l'enfant. Et puis, si on suspecte chez quelqu'un handicapé mental une violence, il faut faire le signalement. Il faut aviser le procureur du roi. C'est une personne qui n'est pas capable de se défendre. C'est pareil. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette session. Il est 16 heures. Est-ce qu'il y a encore des questions, monsieur Dr Benhissou? Il n'y a pas grand-chose. Exemple, les médecins doivent faire l'examen. Oui, ça va. Je pense qu'on a survolé les questions larges. Très bien. Docteur Harshawi, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant de clore la session, s'il vous plaît? Non, c'est bon. Merci beaucoup, Madame Ashraï. Très bien. Alors, merci aux professeurs et aux participants. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous tous. Voilà, je crois qu'on est à la fin. C'est toujours passionnant. On a toujours des questions autour de la thématique.
il y a parfois des chevauchements entre les attitudes pour avoir les attitudes exactes. Mais je pense que le professeur Amel a bien répondu à toutes les questions. Donc, je renouvelle mes remerciements aux organisateurs, au ministère de la Santé, à la direction de la population, nos chers éminents professeurs, notre ingénieur et un remerciement particulier à Madame Hachaoui pour son dynamisme et son expertise. Et un grand remerciement à tous les participants et participantes qui étaient nombreux pour cette session. Et je vous donne un rendez-vous demain, Inch'Allah, la même heure et au même endroit. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au Merci revoir. à tous. Merci à vous toutes. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Madame Merci, Sono, Madame tous les Hachaoui. participants, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci à Au revoir. vous.